Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire Bonjour. organisé par le Régal Normandie, et plus particulièrement sur le groupe de travail restauration collective pour réduire le gaspillage alimentaire. Alors, je vais vous partager vite fait mon écran. Hop. Si j'y arrive pas demain matin. Voilà, c'était trop sensible. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir au nom du Régal. Donc aujourd'hui, on va vous proposer une matinée avec 2 temps spécifiques et 2 cibles différentes. Donc la première cible, plutôt les jeunes, sur tout ce qui est l'éducation au goût, de voir comment l'éducation au goût peut être un outil très efficace pour lutter contre le gaspillage alimentaire, tout en respectant l'équilibre alimentaire des jeunes. Donc c'est Anne Didier Pétremont qui nous fera une présentation. Elle nous présentera sa structure également. Ensuite, dans un second temps, nous aurons pour la cible plutôt des seniors dans les EHPAD, nous aurons le retour du projet Maison gourmande et responsable par Mélanie Leblay, et qui nous fera une présentation de ce projet, de ce très gros et très beau projet qui est mené pendant plusieurs années et qui a abouti sur certains outils. Voilà, alors, on va peut-être pas faire de tour de table. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est dans le chat, dans la discussion, si vous pouvez très simplement voilà, vous présenter, vous et votre structure, comme ça les autres participants pourront euh, ouvrir. Et en même temps, je pourrais avoir voilà, une trace en enregistrant ce chat. Enfin, ce webinaire est enregistré. Donc, si certains ne souhaitent pas apparaître, je vous invite à voilà, ne pas mettre votre caméra, sinon n'hésitez pas à l'allumer pour qu'on puisse vous voir, sauf si vous avez des soucis de connexion. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Hop. Alors, attendez, je vais arrêter le partage. Donc, Anne, je vais te proposer de te présenter. Merci Nathalie, merci beaucoup de l'invitation et je suis ravie d'être parmi vous, ce groupe de travail restauration collective du Régal Normandie. Donc, je m'appelle Anne Didier Pétremont et je suis ici au nom de l'Association nationale pour l'éducation au goût des jeunes, la Neige. Et je suis par ailleurs la fondatrice de l'association De mon assiette à notre planète. Donc, la Neige est une structure nationale qui regroupe des éducateurs du goût sur tout le territoire français depuis une dizaine d'années et qui mène des actions, des projets, des formations, qui met en place des formations. Parmi les projets, je vais faire un petit peu le focus sur deux projets. Le premier, rapidement, nous travaillons sur la diffusion de l'éducation au goût dans les projets alimentaires territoriaux, donc les PAT. Donc le projet s'appelle EGA-PAT, EGA pour éducation au goût et à l'alimentation dans les PAT, donc EGA trait d'union PAT. Et puis, un deuxième projet dont je vais vous parler plus particulièrement parce qu'il s'adresse véritablement, essentiellement à la restauration collective, c'est Animasens. Animasens, donc vous entendez le mot animation dans le titre qu'on a choisi de donner à ce projet, et sens pour le sensoriel. Donc, c'est une formation, un dispositif composé d'une formation qui permet de former à cette pédagogie de l'éducation au goût des acteurs qu'on avait un peu tendance à oublier lorsque j'ai commencé à travailler sur ces questions d'éducation au goût et de gaspillage alimentaire il y a une vingtaine d'années. Et ces acteurs, ce sont les animateurs des temps périscolaires et de la pause méridienne et les agents de restauration. Donc voilà, Animasens, c'est en fait un déploiement
de la pédagogie des classes du goût. Les classes du goût s'adressent à des enseignants essentiellement, et on les a revues pour les adapter à ce public des animateurs et des agents de restauration, qui sont en fait les personnes qui sont les plus proches dans le temps de la consommation du repas par les convives en restauration scolaire. Et c'est un projet qui a été labellisé PNA, Programme national de l'alimentation, qu'on déploie sur tout le territoire national. Alors, ma présentation va volontairement être courte parce que je voudrais laisser de la place aux échanges et être sûre de répondre à vos attentes que vous avez sans doute en participant ce matin à ce webinaire. Et donc, voilà, je privilégierai largement l'interaction et la réponse à vos questions plutôt qu'une présentation descendante et longue. Donc, peut-être que je vais quand même replacer la définition de l'éducation au goût, qui a été définie par l'IFN, l'Institut français de la nutrition, il y a quelques années, que je vais vous lire. Donc, on parle à la neige d'éducation au goût ou d'éducation sensorielle en alimentation. C'est un peu la même chose, hein, mais voilà, l'un utilise ce mot de sensoriel parce que vous allez voir que c'est le cœur de cette pédagogie. Donc, l'IFN, l'Institut français de la nutrition, a défini l'éducation sensorielle ou éducation goût par l'ensemble des processus éducatifs fondés sur la découverte des perceptions sensorielles procurées par les aliments, qui visent leur appréhension au-delà d'une réponse dichotomique et normative de type bon-mauvais. Donc voilà, donc c'est une pédagogie qui vise donc une approche sensorielle par l'expérimentation. Alors, elle est différente de l'éducation nutritionnelle et complémentaire de l'éducation alimentaire. Dans l'éducation nutritionnelle, on va se focaliser sur les apports en nutriments et l'intérêt nutritionnel de l'aliment. Dans l'éducation alimentaire, on va apporter des connaissances sur les aliments, justement, leur mode de production, leur saisonnalité, leur mode de transformation, les processus culinaires. Et dans l'éducation goût, donc on est véritablement sur l'expérience sensorielle procurée par des aliments. Et cette éducation goût n'exclut pas les deux autres. C'est-à-dire qu'on peut très bien, dans un dispositif très complet, intégrer ces trois dimensions, donc de l'éducation goût, de l'éducation nutritionnelle et de l'éducation à l'alimentation, qui ne s'excluent pas, qui se complètent. Mais l'éducation au goût a quand même, par rapport aux deux autres, une spécificité, c'est qu'elle est basée sur l'expérience. Donc, elle fait vivre des expériences donc, qui suscitent des émotions chez les personnes qui les réalisent. Et on sait que l'éducation nutritionnelle, qui passe plutôt par une approche cognitive, a moins vocation, en tout cas a moins d'effet sur les changements de comportement. Donc, ce qui est vraiment une force de l'éducation goût, c'est qu'elle amène à changer les comportements alimentaires des mangeurs, mais également des personnes qui la pratiquent. Parce que, justement, elle s'adresse à tout le monde. Quand vous allez mettre en place, ou que vous mettez en place des projets d'éducation goût en restauration scolaire ou collective, vous n'allez pas vous adresser qu'aux mangeurs, qu'aux élèves en restauration scolaire, ou aux mangeurs, aux convives, mais vous allez également inclure toutes les parties prenantes de ce temps de pause méridienne dans ce processus d'éducation ou dans cette pédagogie. Parce que ça permet donc de représenter Animasens plus finement. Donc, Animasens vise non seulement à permettre à des animateurs et des agents de restauration à mettre en place des outils pendant le temps de la pause méridienne pour déployer l'éducation au goût, donc dans le guide Animasens qui est fourni avec la formation. Animasens, c'est donc un dispositif avec une formation de 2 jours et demi, et également un guide pédagogique assez complet, qui est remis à l'occasion de la formation, dans lequel il y a 4 dossiers pédagogiques, où on a choisi des aliments un peu emblématiques du gaspillage alimentaire en restauration collective, et qui sont en tout cas
mal aimés, donc qui génèrent du gaspillage. Et donc, il y a 4 dossiers pédagogiques dans le guide AnimaSens. Il y a les légumes, évidemment, vous en doutez, les légumes secs ou légumineuses, le poisson et le pain. Et donc, en fait, ce dispositif AnimaSens, il vise à permettre aux agents et aux animateurs à mettre en place des outils pour déployer la pédagogie de l'éducation au goût, mais il vise également à leur apprendre à valoriser le contenu de l'assiette. Valoriser le contenu de l'assiette. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on va apprendre aux agents et aux animateurs à partir des caractéristiques sensorielles, donc des caractéristiques organoleptiques des aliments pour valoriser le contenu de l'assiette. Mais encore, je devais vous dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de ces caractéristiques sensorielles de l'aliment, donc il faut déjà les connaître, les découvrir, les apprécier pour ces personnes, ces personnels. Donc voilà, donc ça passe aussi par l'expérience comme pour les élèves. On va définir le process culinaire, choisir de le préparer plutôt d'une façon plutôt que d'une autre, l'assaisonner d'une façon plutôt qu'une autre façon, le présenter, le portionner, le servir, en parler, créer des discours autour de cet aliment, autour de ce plat, et donc le valoriser, tant à la fois vraiment très physiquement par la manière dont on va présenter, servir, cuisiner ce plat ou cet aliment, mais aussi par les discours, par les récits, par la présentation, par l'étiquetage de l'aliment qu'on va en faire. Donc voilà, ce sont les 2 volets essentiels de ce dispositif AnimaSens qu'on a testé au départ en région Occitanie, qu'il a été déployé dans 2 villes, de Monin et de Colomiers en Occitanie. Actuellement, il est déployé en Île-de-France. Moi, je suis basée, je voulais le dire dans ma présentation, je suis basée à Paris. Donc, on déploie AnimaSens auprès de communautés d'agglomération, de syndicats de déchets, de sociétés, de syndicats de restauration, de villes aussi, en Île-de-France. Et on vient de faire au sein du réseau à neige puisse se l'approprier et le déployer dans toute la France. Donc, il va arriver en Normandie prochainement de par les membres, les adhérents normands de la neige. Voilà. Et après, bon, si vous avez plus de questions, je répondrai à vos questions sur AnimaSens. Mais je vais revenir donc à ces outils, à cette distinction entre l'éducation au goût, l'éducation à l'alimentation et l'éducation à la nutrition, aux effets, en fait, aux bénéfices, en fait, et aux effets de cette pédagogie. Alors, par quoi commencer? Parce qu'ils sont très nombreux, ils sont maintenant bien attestés par un ensemble de travaux et d'études, notamment ces travaux en 2018 du Centre des sciences du goût et de l'alimentation de Dijon, donc, et de l'INRA de Dijon, qui ont montré en fait que les élèves qui étaient les récipiendaires d'ateliers d'éducation au goût, d'ateliers de découverte sensorielle des aliments, faisaient de meilleurs choix, faisaient des choix de meilleure qualité alimentaire, faisaient des choix plus favorables à leur équilibre alimentaire lorsqu'ils avaient fait des classes du goût, en clair, hein, par rapport à un autre groupe témoin qui n'avait pas reçu cet éveil au goût, et qui faisait, lorsqu'on leur présentait un goûter composé d'un certain nombre d'aliments très variés, allant des friandises et des bonbons aux fruits et à différentes préparations. Donc, on a vu dans cette étude que les enfants de 8-11 ans, puisque cette étude elle a concerné les enfants de 8-11 ans, qui avaient reçu une éducation sensorielle en alimentation, une éducation au goût, prenaient en moyenne un fruit de plus que les autres enfants et prenaient également moins de produits sucrés
et des friandises que les autres. Donc, on sait aujourd'hui que cette éducation au goût, elle permet naturellement d'amener les enfants à faire des choix plus favorables à leur santé, sans qu'on ait à leur dire c'est pas bien, ne consomme pas ça, limite les sucreries, ou il faut consommer des protéines, des lipides, des lipides, etc. On y arrive plus efficacement par cette approche sensorielle. Pourquoi? Parce qu'on va susciter des émotions qui vont engendrer du plaisir, et donc on va ancrer très fortement des expériences positives avec les aliments. Et lorsque le mangeur fait des expériences positives avec des aliments, il a vraiment toutes les chances d'avoir envie de les consommer de nouveau, de choisir en priorité ces aliments. Alors, j'introduis là, de manière un peu subliminale, là, le triangle de l'éducation au goût. Dans une pédagogie de l'éducation au goût, en fait, on agit sur les 3 sommets d'un triangle que je vous représente là avec mes mains. Donc, vous avez au sommet du triangle le mangeur, donc le convive en restauration collective, et à la base, l'aliment et l'environnement du repas. Donc, avec l'éducation goût, on va agir sur ces 3 sommets de ce triangle. Donc, on va agir sur le mangeur et ses compétences alimentaires, ses compétences sensorielles. On va agir sur les aliments parce qu'on va potentiellement peut-être les transformer différemment, les assaisonner différemment, faire des associations qui vont permettre la consommation du plat et non pas son tri vertical à la poubelle. Et on va agir aussi sur l'environnement du repas. L'environnement du repas, c'est très important. C'est très important. C'est un environnement à la fois physique, matériel, et un environnement humain. Environnement physique, matériel, on sait très bien que le gaspillage alimentaire, il peut varier selon le cadre dans lequel le repas est servi, le cadre matériel, donc les locaux, l'éclairage, le bruit, le temps que l'on donne aux convives pour prendre leur repas, la manière dont on accompagne, est-ce que les animateurs sont en position de surveillance ou en position véritablement d'accompagnement. Voilà, tout ça, bon, j'ai déjà du coup abordé l'environnement humain. Donc voilà, cet environnement matériel, physique, le bruit, le temps, et humain, c'est-à-dire la manière dont l'adulte est positionné, la manière dont l'adulte va aider, accompagner, autonomiser l'enfant, sans faire à sa place, mais en l'accompagnant. Tout ça a une importance très importante. Si on se contente, dans un projet de lutte contre le gaspillage alimentaire, de travailler sur les aliments et la qualité, et Dieu sait si c'est important, on ne pourra pas réduire le gaspillage alimentaire si l'offre alimentaire n'est pas du tout à la hauteur. Donc, c'est très important, la qualité, les aliments, la sensibilisation évidemment de l'élève à ces questions, ou du mangeur, mais aussi l'environnement du repas. Si on oublie un de ces 3 sommets, on se coupera d'une partie de la solution, et on aura des difficultés à le réduire durablement et fortement, le gaspillage. Donc voilà, très important ce sommet. Qui indique d'ores et déjà des pistes de travail. Alors, des fruits, ça serait intéressant de partager les fruits que vous avez de ce que vous mettez en place en matière d'éducation au goût. Donc, ils sont vraiment très nombreux. Quand on suscite le plaisir, quand on suscite des émotions positives associées à la consommation de l'aliment dans un environnement favorable, parce qu'on va titiller une curiosité naturelle qui existe chez le mangeur, mais qui, on le sait, vous le savez très bien, est un peu, le mangeur naturellement curieux, il est beaucoup moins dans un contexte de restauration collective. C'est un peu comme s'il oubliait cette curiosité naturelle. Donc, il faut aller la titiller, il faut aller la susciter. On élargit le répertoire alimentaire aussi du mangeur. On permet de franchir cette barrière
si importante du fait de goûter, parce que très souvent l'aliment il est gaspillé ou le plat est gaspillé parce que la personne, le convive ne l'a pas goûté. Et lorsqu'on franchit cette énorme barrière du fait de goûter, on a toujours le plaisir de constater, d'entendre « Ah, en fait, c'est bon. Ah, eh bien, je me régale et j'en reprends, etc. » C'est toujours des moments très, très encourageants et très positifs parce que voilà, et s'appuyer sur, enfin, franchir cette barrière de goûter, c'est vraiment fondamental. Parce qu'après, ce qui compte beaucoup en restauration collective aussi, c'est le regard des pairs et le fait que souvent les pratiques des convives sont issues en fait d'attitudes un peu de mimétisme où on regarde le copain ou la copine, la façon dont il mange, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et ça se transmet comme voilà, très vite, si un plat n'est pas apprécié autour d'une table, beaucoup d'élèves ne vont pas le goûter parce que il y a une personne cette table qui a dit que c'était pas bon, voire autre chose. Et donc, par cette approche sensorielle, en fait, on amène les personnes à réaliser quelque chose qui est, je pense, une lapalissade pour vous, mais qui est assez fondamental, c'est que mes goûts ne sont pas celui de mon voisin ou de ma voisine, mes goûts, mes préférences, mes dégoûts. Et donc, arriver à autonomiser le mangeur pour qu'il puisse dire de lui-même j'apprécie ou je n'apprécie pas cet aliment, et non pas qu'il copie ses pairs. Donc voilà, ça permet d'affirmer l'autonomie du mangeur, donc c'est très important. Ça permet aussi que les convives qui sont bénéficiaires de cette pédagogie réalisent qu'il y a des différences entre individus, que les perceptions sont propres à chacun, parce que les mécanismes du goût s'appuient sur des équipements sensoriels qui sont propres à chaque personne. Et donc, en fait, réaliser que ce qui est très amer pour une personne l'est beaucoup moins pour d'autres, et qu'il y a des notions d'intensité, d'une part déjà de différence de goût et de préférence, mais également d'intensité, qu'une saveur ou une texture va être plus ou moins douce ou forte ou intense pour un autre. C'est aussi réaliser ces différences, c'est aussi donc s'autonomiser et être plus responsable en fait vis-à-vis de son assiette, et donc potentiellement la jeter moins fortement. Et donc ça marche, hein, puisque moi j'accompagne des collectivités et je suis sur le terrain presque tous les jours. La dernière opération en date que j'ai mise en place, c'était autour des betteraves cuites en crudité, donc, qui avaient été jetées, enfin en tout cas dans ce restaurant scolaire, 50% des ramequins de betteraves n'avaient pas été touchés par les élèves. C'est-à-dire que voilà, ils étaient absolument intacts et non goûtés lors de la première opération. Et lors de la deuxième opération, puisqu'ensuite on a déployé donc un ensemble de modules d'éducation au goût, et lorsqu'on a refait des pesées bilan, donc pour mesurer l'écart et voir où on était, à quel niveau on était arrivé de gaspillage et d'équilibre alimentaire des convives, du fait de la réduction du gaspillage, on a eu seulement 8% des barquettes de betteraves qui avaient été préparées, qui ont été présentées, qui sont revenues intactes, qui n'ont donc pas été goûtées. Donc, vous voyez que c'est quand même une amélioration considérable. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Eh bien, il s'est passé un ensemble d'ateliers de découverte sensorielle de ces betteraves,
en mode cru, en mode cuit, en mode jus, en mode cookie réalisé avec la pulpe du jus pressé à la centrifugeuse. Donc voilà, donc ils l'ont vraiment découvert sous toutes les coutures et ils en sont devenus fans. Et donc c'était très facile ensuite que ces élèves, lors du repas où il y a eu cette pesée bilan, deviennent les ambassadeurs de leur menu, parce qu'il n'y avait pas que la betterave, ils avaient aussi composé tout le menu, c'était le menu des élèves de l'école ce jour-là. Et très naturellement, en parlent, la vendent, entre guillemets, vendent le plat, vendent l'entrée, avec l'enthousiasme qu'on peut connaître chez des jeunes enfants et leur ulcération de voir certains élèves ne pas la goûter, voire la goûter et ne pas la manger. Alors, on a bien sûr travaillé dans ce projet, on a bien sûr aussi travaillé sur la qualité de la betterave servie et de son assaisonnement. Ils sont aussi allés visiter la cuisine municipale de cette ville. La veille, ils ont vu le repas se préparer. Donc voilà, on a agi à différents niveaux pour faire en sorte qu'en final, cet aliment mal aimé, pas goûté, au travers de tout ce parcours qui a été fait, puisse être vendu, entre guillemets, par les élèves, mais également par les animateurs et les agents, et apprécié et beaucoup moins jeté. Une dernière chose, et après je pense qu'on va échanger, plus spécifique de comment on met en place une dégustation dans le but de favoriser la découverte d'un aliment et d'en réduire le gaspillage. À la Neige, on a une pédagogie qui définit 4 temps lors d'un atelier, d'une activité d'éducation au goût. Le premier temps est un temps individuel, c'est-à-dire que la personne va explorer l'aliment sens par sens, avec la vue, puis avec le toucher, l'odorat, le goût et l'ouïe. Donc, une exploration avec les 5 sens, une étape individuelle, c'est que chacun donc est face à son aliment, si je peux dire, et fait déroule son parcours d'approche avec les 5 sens. Ça, c'est le premier temps. Alors, après, un deuxième temps, dans un groupe, les participants vont mettre en commun leur perception, ce qu'ils ont ressenti au moment de la dégustation, ce qu'ils ont goûté, ce qu'ils ont entendu, si l'aliment a évoqué quelque chose à leurs oreilles, ce qu'ils ont touché, etc. Bon, après, toute cette exploration qui est conduite, qui est guidée. Ça ne se fait pas, voilà, c'est pas on prend un aliment et puis on le goûte, non, c'est vraiment guidé. Donc, deuxième temps de partage des ressentis. Et des perceptions, ce que la personne a perçu. Ensuite, on va tirer ensemble les conclusions de ce qu'on a entendu dans ce partage collectif. Les conclusions, elles vont être autour de la singularité des perceptions, autour de l'intensité ressentie, etc. Donc, on va faire ressortir tous les, le bagage clé de cette pédagogie. Et ensuite, dans un quatrième temps, si on peut le mettre en place, ça s'applique surtout aux dégustations comparatives. On déguste 2 aliments de même nature, mais pas les mêmes, enfin pas la même variété, par exemple. On prend des pommes, c'est pas la même variété de pommes. On va aller faire rechercher vraiment dans le cadre d'un travail où il y a cette pédagogie, enfin on veut travailler sur cette pédagogie d'éducation au goût. Donc on va demander aux participants à ces ateliers de rechercher dans les caractéristiques de l'aliment ce qui a constitué des différences de perception. Pourquoi cette pomme était plus acide que l'autre. Donc on va là véritablement convoquer dans ce quatrième temps de l'éducation alimentaire, mode de production, région de production, saisonnalité, conservation, etc.
on va attiser la curiosité du mangeur pour qu'il ait envie de faire cette démarche de meilleure connaissance des aliments. Et donc, on sera vraiment complet puisqu'on aura démarré avec une approche sensorielle pour véritablement aller tirer un autre wagon qui est l'éducation alimentaire. Voilà, donc ça vous donne en gros les 4 temps d'une dégustation en situation d'animation. Mais vous êtes, voilà, bon, moi je vais peut-être en arrêter là parce que je ne sais pas si ce que je vous présente répond à ce que vous attendez, à vos besoins. Et donc, je pense qu'on peut passer, Nathalie, à un temps de questions, d'échanges. Je vous avoue que je n'ai pas du tout regardé le fil de discussion. J'ai vu que vous étiez présenté. Alors, je vois, je vais peut-être répondre à Dada. Est-ce que la personne qui a écrit combien de temps dure cette éducation au goût, des semaines, des mois, ou c'est dès lors que des enfants ont imprégné que la formation s'achève? D'accord. Est-ce que vous pouvez préciser avec peut-être votre micro et votre caméra? Ou est-ce que j'en reste à la question dans le Je chat? sais qu'il y a des personnes, des fois, qui ont du mal à se connecter, à avoir le son ou l'image, d'accord. Donc je réponds, Nathalie? Oui, vas-y. Ok. Combien de temps? Alors, combien de temps dure l'éducation au goût? Combien de temps durent donc les dispositifs qu'on met en place? Des semaines, des mois? Bon, alors, c'est sûr que cette notion de temps, c'est une question intéressante parce que donc, ce que j'aurais dû dire en introduction, c'est que manger s'apprend. C'est un peu vraiment la base de la base de la base. Un petit enfant a appris à manger dès qu'il a commencé la nourriture solide. Donc, manger s'apprend. Cette éducation se fait d'abord dans la famille. C'est une éducation implicite, à savoir que ce n'est pas des cours. Enfin, on dispense rarement des cours, même si on est amené à dire un jour écoute, tu vois, ça c'est plein de vitamines, ou regarde les jolies couleurs, ou je l'ai acheté chez tel producteur. C'est quand même, ça se fait quand même largement de manière implicite. Et les gens, les individus, les personnes ne sont pas à égalité par rapport à ça. Un enfant qui arrive en crèche ou en école maternelle, il n'est pas à égalité par rapport à cette transmission. Ça a pu être transmis de façon importante, moyenne, faible, ou bon, pas du tout, j'y crois pas, parce que forcément en mangeant, on transmet forcément des choses. Enfin, en tout cas, c'est plus ou moins riche. Et alors là-dessus, on vient greffer des dispositifs d'éducation au goût. Alors, ces dispositifs, c'est jamais des choses one shot, même si des choses one shot peuvent éveiller une curiosité, ouvrir un répertoire alimentaire, susciter une interrogation, susciter une émotion positive qui va faire en sorte que le mangeur, qui même s'il y a eu un atelier, qu'il a découvert un aliment, et que ça a été un enchantement pour lui, il va pouvoir changer ses pratiques alimentaires. Parce que j'imagine que derrière cette question, c'est ça, imprégner, c'est à partir de quand les pratiques alimentaires s'achèvent. Alors, les classes du goût, c'était un dispositif, je dis c'était parce que le dispositif a évolué au fil de l'évolution des rythmes scolaires. C'était à la base 10 classes du goût. Donc, voilà, vous voyez que c'est du temps long. Alors, l'Animasens, c'est une formation de 2 jours consécutifs. Et puis ensuite, 3 mois ou 6 mois après, c'est une demi-journée d'accompagnement post ces 2 jours pour accompagner justement les participants à la mise en place des dispositifs sur le terrain. Donc voilà, je suis un peu embêtée de répondre à cette question sur les semaines, les mois. Ça dépend de ce qu'on fait, de l'objectif qu'on fait. Est-ce qu'on est en restauration scolaire? Est-ce qu'on est en restauration collective? Est-ce qu'on s'adresse uniquement aux mangeurs? Est-ce qu'on s'adresse aux professionnels? Voilà, aux professionnels, je peux répondre que c'est 2 jours et demi, la formation Animasens. On estime qu'au bout de 2 jours et demi, les acteurs des collectivités ont les cartes en main
pour ensuite déployer dans leur structure, dans leur environnement de travail, cette pédagogie, ces postures, parce que ça peut se greffer sur un existant déjà assez, comment dire, travaillé, et donc on va juste greffer des outils en plus, des postures en plus, voire on part vraiment d'un existant très, très pauvre, c'est-à-dire la manière d'accompagner le temps du repas n'est pas juste. Euh, euh, voilà, les postures des adultes ne sont pas justes. Et donc là, évidemment, la marche à franchir sera plus importante. Donc voilà, je pense que je vais finir là-dessus sur cette question. Ça dépend d'où on part, des projets qui ont été menés, etc. Et la marche à franchir va être plus ou moins haute, en fait. J'espère que j'ai répondu à votre question. Anne, alors justement, oui, alors il y a eu le retour de la personne, mais alors, je voulais aussi avoir ton avis dessus. J'avais vu une conférence sur ce sujet qui disait même que l'éducation au goût, quelque part, ça ne s'arrête jamais, et que c'est quelque chose qui doit se faire en permanence, donc de voir un peu dans le cycle scolaire, voire même en lien avec les familles, parce que j'avais cru comprendre que les résultats que l'on voyait, comme tu as bien expliqué, on voit vraiment des résultats avec ce type d'atelier. Et par contre, si on revient des années après, que rien n'a été fait entre deux, que tous les effets étaient un peu annulés. Donc, est-ce que tu confirmes cet élément? Moi, je ne pense pas que des effets soient complètement annulables. Je pense que quand on a semé ce genre de graines qui passent par l'expérience, hein, j'insiste, mais ce n'est pas cognitif, ce n'est pas des connaissances, passent par l'expérience, il reste quelque chose. Parce que je le sais, parce que je vois des élèves que j'ai vus il y a des années, voire des dizaines d'années, et qui me disent combien ça a laissé des empreintes. Donc, je pense que ça laisse des empreintes. Effectivement, une empreinte n'est peut-être pas suffisante pour faire changer durablement un comportement. Donc, je te rejoins, Nathalie, quand tu dis que, en fait, lorsque, par exemple, avec Animasens, les animateurs et les agents ont compris en fait la posture, qu'ils l'ont intégrée, qu'ils l'incarnent, normalement, voilà, ils vont retirer des satisfactions, ils vont en retirer des bénéfices, ils vont voir que ça porte des fruits, et donc ils ont toutes les chances de changer durablement leur pratique. Alors après, tu soulignes un deuxième point, c'est les questions des familles. Effectivement, dans les dispositifs, lorsqu'on peut impliquer les familles dans ces questions, là, on a vraiment toutes les parties prenantes, et c'est ce qu'il faut viser. C'est ce qu'il faut vraiment viser, c'est de les intégrer un peu, moyennement beaucoup, selon le lieu où on se trouve, etc. Mais qu'à minima, ils soient informés qu'il y a des dispositifs en place et qu'on travaille sur ces questions. Voilà, que les questions de goût, c'est compliqué, c'est peut-être pas ce qu'ils pensent, voilà, que ça remet en question. Et c'est un échange qui est très riche, parce que ça permet ensuite de parler de l'offre alimentaire qu'on propose, et pourquoi ceci, et pourquoi cet équilibre, pourquoi ces choix, dans quel contexte on fait ça. C'est très encadré par tous les textes, les lois, les textes réglementaires. Donc, c'est de toute façon échanger avec les familles sur ces sujets, voire les impliquer dans les dispositifs d'éducation au goût, c'est vraiment un objectif à poursuivre. C'est vraiment essentiel. Comme différence entre un plat goûté et un plat mangé. Que pensez-vous des grammages MRCN actuellement? Alors, un plat goûté et un plat mangé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais un plat goûté, il n'est pas totalement mangé. Et un plat à manger, c'est qu'il ne reste plus rien. Je ne sais pas si vous voulez intervenir. Alain, c'est Alain, je ne vois pas le nom de famille. Ah, c'est un message direct, en fait. Ah, pardon. J'ai lu, excusez-moi, parce que j'ai été trop vite. C'était un message qui m'était adressé. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez intervenir. Ah, je vous vois. Voilà, je pense que si vous souhaitez intervenir, Alain. Oui, parce que au niveau du gaspillage alimentaire, effectivement, je vous suis complètement sur le fait de faire découvrir et de faire goûter. Et je comprends votre difficulté à répondre sur le temps que ça peut mettre à l'éducation. Mais on a quand même un sérieux problème, nous, sur le gaspillage, parce qu'effectivement, les enfants peuvent manger, mais on a quand même beaucoup de gaspillage, même par rapport au grammage MRCN, ou moins, parce qu'on s'aperçoit, nous, personnellement, que des fois, on est complètement au-delà
au-delà des préconisations, et il faut qu'on adapte par rapport et à la population d'enfants, que ce soit maternelle ou élémentaire, pour ce qui nous concerne nous, et après, effectivement, à tout ce qui peut jouer sur le restaurant, hein, l'encadrement, le bruit, le nombre d'enfants. Enfin, c'est tellement varié comme phénomène que. C'est ça. Et un plat goûté, effectivement, on est content déjà quand ils arrivent à goûter les plats, mais il n'est pas forcément mangé. On ne résout pas forcément le gaspillage alimentaire, même en faisant goûter, quoi. Alors après, effectivement, on doit se remettre en question en permanence et puis reprendre nos bases et retravailler, mais ça reste dur, difficile et surtout long, quoi. Long. Surtout faire découvrir les repas végétariens. Quand on veut faire du fait maison, eh ben, on se prend des fois des claques magistrales, quoi, hein, j'avoue que. Et c'est très, très, très peu encourageant pour motiver les équipes en se disant attention, combien on va avoir de gaspillage alimentaire aujourd'hui. Nous, on le sait parce qu'on mesure au quotidien. Et je peux vous assurer que quand on arrive à descendre à 70 grammes par jour et par enfant, c'est très bien. On est super content. Oui. Et en moyenne, on est à 90 grammes par jour et par enfant sur les repas complets. Et l'objectif, c'est d'atteindre les 50 grammes. Ça va être le plafond de verre, je pense. Mais pour ça, la différence entre goûter et manger, ça reste effectivement goûter, c'est déjà un pas. Mais goûter ne veut pas dire manger et on ne dit pas forcément comme on l'entendrait sur le gaspillage alimentaire. Merci beaucoup pour tout ça. Et vous êtes de quel établissement ou quelle collectivité? Cherbourg en Cotentin. Cherbourg, d'accord. Ok, merci beaucoup. Oui, on se prend une claque magistrale, on se prend des claques magistrales, effectivement, lorsqu'on mesure le gaspillage, lorsqu'on rend certains diagnostics. Mais alors là, vous m'annoncez des niveaux qui sont particulièrement bas quand même, donc c'est que vous avez déjà mis en place des choses forcément, ou alors vous avez des mangeurs exemplaires. Vous voyez, hier, je rendais un diagnostic 192 grammes par convive sur un repas de 450 grammes en moyenne en primaire. Voilà, déjà, je dis que quand on franchit la barrière, on passe en dessous de 100 grammes, c'est très bien. Alors, plafond de verre à 50 grammes. Alors, vous le savez comme moi que des collectivités très nombreuses aujourd'hui, Sartou, entre autres, Coligny, etc., annoncent plutôt des niveaux de 30-35 grammes par convive. C'est vrai que c'est le plafond de verre. Voilà, gaspillage zéro, c'est voilà, moi je demande à voir gaspillage zéro tous les jours. Donc bon, voilà, déjà là vous annoncez des niveaux de gaspillage qui sont quand même vraiment pas très élevés. Alors, goûter, évidemment, on préfère que le convive mange tout, mais déjà, si on a franchi, enfin, en tout cas, dans certaines villes, après, il y a des grosses différences selon que les populations sont urbaines ou rurales. Moi, je suis basée à Paris, j'interviens beaucoup en Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, c'est pas un département agricole comme la Seine-et-Marne, par exemple, en Île-de-France, donc il y a vraiment une coupure des enfants et des adultes, pas uniquement avec la production alimentaire. Donc c'est pas les mêmes données que sans doute à Cherbourg. On est proche de la mer, on a un territoire plus agricole. Et donc, pourquoi je dis ça? Oui, parce que donc, quelquefois, on est content quand simplement l'enfant a goûté, parce que le fait qu'il ait goûté, c'est quand même déjà un grand pas en avant. Parce que quelqu'un qui a goûté, c'est vraiment un pas de gagné. Alors, bon, les études montrent qu'il faut goûter entre 7 et 10 fois un aliment nouveau avant de l'accepter, avant de l'apprivoiser, puisqu'on parle d'apprivoiser la nouveauté en alimentation. Donc, ça veut dire que voilà, il faut servir plusieurs fois cet aliment et peut-être qu'on va passer de l'assiette goûter à l'assiette manger. C'est évidemment ça qu'on vise. Mais bon, petit pas, déjà goûter, c'est déjà très bien. Alors, les questions du GMRCN. GMRCN, il a été pas mal discuté ces derniers temps parce qu'il est apparu que les collectivités qui suivaient strictement ce qui sont des recommandations, le GMRCN, c'est bien des recommandations de grammage selon les tranches d'âge, voilà, faisait une éducation au gaspillage pratiquement, parce qu'on sait très bien
qu'aujourd'hui, un repas à 5 composantes, il est loin des pratiques classiques des mangeurs, que ça ne correspond pas à ce qui se passe dans la sphère familiale, domestique, et que donc les grammages sont très souvent supérieurs à ce que le convive est en mesure de manger. En plus, le convive, il zappe un peu dans son plateau, ça je ne le mangerai pas, ça, etc. Donc, en finale, on a du surgrammage, peut-être pas par rapport aux recommandations nutritionnelles, parce que ces GMRCN, ça a quand même été fait par un groupe d'experts qui a basé ces recommandations sur les besoins physiologiques, qui donc devraient répondre au souci d'avoir un bon équilibre alimentaire et suffisamment de nutriments pour être en forme. Mais malheureusement, moi j'aime bien dire que les convives ne sont pas des GMRCN sur pattes. Voilà, ça ne correspond plus, enfin ça ne correspond pas. Donc il faut s'en affranchir, il faut avoir faire des retours par des pesées, par exemple, regarder au niveau de la consommation par exemple, au niveau de la consommation des entrées, est-ce que tous les convives prennent une entrée? Lorsqu'on passe en niveau collège, là, visiblement, vous avez des convives maternels et élémentaires à nourrir, mais lorsqu'on passe en collège, moi, des travaux que j'ai faits là, ces 20 dernières années, quand on a 60%, donc 40% des collégiens qui prennent une entrée, c'est beaucoup. Ça peut tomber à 15% des collégiens qui prennent une entrée. Donc, alors après, la question qui est posée, évidemment, pourquoi allons-nous préparer des entrées pour 100% des convives, sachant que à la base, il y en a très peu qui la prennent. Alors évidemment, l'idée, c'est la découverte, c'est faire évoluer les pratiques. Donc, c'est de ne pas rester campé sur un existant, mais se dire, bon voilà, cette entrée n'est pas très consommée, donc je vais la préparer en quantité X, mais avec un objectif de progressivement d'amener à ce que plus de personnes la prennent et la goûtent et l'apprécient. Voilà, mais il est quand même souvent très sage, très raisonnable de s'affranchir des grammages du GMRCN qui conduisent finalement à gaspiller, si on les respecte à la lettre. Et après, ça s'adapte au terrain de chacun, parce que un féculent à l'endroit X va peut-être pas être consommé de la même manière ailleurs. Et après, dernière chose, vous avez évoqué l'offre végétarienne qui donc était en mode expérimental avec la loi Egalim et qui, avec la dernière loi d'août 21, va donc être une obligation en cas de double choix. Donc voilà, on avance, mais on avance plus vite. On avance plus vite dans les textes et dans les obligations que les mangeurs évoluent dans leur pratique. Donc, ça crée forcément un fossé entre les avancées de la loi et les obligations et les pratiques des mangeurs, puisque les expérimentations ne sont pas toujours concluantes, mais soyons positives, il en existe aussi des concluantes lorsqu'on sait adapter cette offre de protéines végétales, lorsqu'on sait faire la politique des petits pas, lorsque on éduque le convive au goût. Voilà, c'est pour ça que dans notre dossier Animasens, on a un dossier pédagogique légumes secs, parce qu'on sait très bien que là aussi, la marche à franchir, elle est élevée pour amener à ne pas gaspiller les légumineuses, les légumes secs, cette offre végétale. Est-ce que j'ai répondu à vos questions, GMRCN? Oui, merci. Bon, merci. Très bien, merci Anne. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Dans le chat, j'en ai pas vu, mais si d'autres personnes souhaitent poser des questions. En direct aussi. En direct aussi, c'est sympa. Soit si vous souhaitez lever la main ou simplement activer votre micro, il n'y a pas de souci pour prendre la parole. Alors, sinon, est-ce que vous avez des expériences réussies ou difficiles Madame Bouzin, je crois que vous voulez intervenir? Je ne sais pas si votre micro fonctionne ou je peux essayer si vous pouvez réactiver votre micro.
Ou si vous voulez le mettre par écrit, si le micro ne fonctionne pas. Alors, normalement, votre micro devrait fonctionner. Il est activé. Le casque. Bon, peut-être un problème technique. Une autre question en attendant. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Alors, je ne sais pas, vous m'entendez là? C'est Marion. Oui. Du coup, j'ai pris le micro de ma chef. Bonjour tout le monde. Bonjour. En fait, on a de l'expérience, on fait des midis sans gâchis chaque année. Oui. Et effectivement, nous, on arrive en dessous des 70 grammes, mais on est plutôt en milieu plutôt rural. Le problème, c'est que depuis la crise sanitaire, les modes de fonctionnement en restauration scolaire ont un peu changé, avec beaucoup moins de temps et aussi un service différent, c'est-à-dire que les services en self où les enfants pouvaient demander, alors là, je ne parle pas des grammages recommandés, mais justement, petite faim, grande faim, j'aime pas, maintenant sont servis à l'assiette directement amenés sur place. Et on a vu une augmentation exponentielle du coût du gaspillage depuis 2 ans. Est-ce que vous avez pu remarquer ce genre de choses aussi et comment faire pour justement pallier à tout ça? Puisque là, tout le temps où il y aura ces problèmes de désinfection, de manger par classe, de service à table, je pense que nous, notre marge de manœuvre va être considérablement réduite. Alors, je vous rejoins à 100%. Toutes les missions en cours là, montrent que le gaspillage alimentaire, il a augmenté en fait. Et beaucoup de collectivités concluent que tous les efforts qu'on a fait avant, qu'on a mis, on a l'impression d'être revenu en arrière. C'est vrai que c'est terrible. Comment? C'était une vraie catastrophe l'année dernière. C'est la première année où notre présence était transparente en fait. Oui. Et donc, ouais, retour en arrière, donc voilà, la frustration de se dire on s'est donné un mal fou pour mettre en place des petites fins, des grandes fins, etc. Et tout est bousculé, parce que si on regarde bien, en fait, vous touchez à tout ce qui fait qu'un repas va être bien mangé ou pas bien mangé. Vous touchez avec ces questions de distance et puis tout ce discours ambiant, évidemment, sur la contagion qui est bien réel, hein, je ne le remets pas en cause du tout. Alors, donc, on touche à la convivialité, au temps qu'on a pour déjeuner, et qui influe sur ce que le convive va gaspiller ou pas. S'il sent qu'il est pressé et que, voilà, vite, il y a 2e service, et puis on a introduit un 3e service. Voilà, moi, je vois vraiment des situations vraiment tendues où on a à peine 15 minutes pour manger, et puis il y a surtout ce stress qui est même rajouté, parce que, bon, il existe le stress, puisque les procédures de distance, la désinfection, etc., il existe, mais en plus, il prend la tête, excusez-moi de l'expression, mais donc, c'est vraiment, tout ça, ça se cumule, et ça fait le lit d'un gaspillage plus important. Alors, c'est pas quelque part, on va prendre parce que c'est une réelle difficulté, prenons-la, si on cherche quand même l'opportunité qui se cache derrière tout ça, on va se dire que ça permet au moins de montrer que laisser le convive autonome dans le choix de la taille de sa portion, que le laisser fournir un environnement favorable, ça marche, puisque quand on enlève tout ça, on a une augmentation du gaspillage alimentaire. Donc, c'est au moins la preuve, s'il fallait la faire, que toutes les bonnes pratiques pour amener à mieux manger et à moins gaspiller sont des bonnes pratiques auxquelles il faudra revenir dès qu'on pourra. Dès qu'on pourra. Donc, oui, la période n'est pas favorable au gaspillage alimentaire. Elle est favorable du coup à réfléchir à comment faire pour contourner tout ça, et qu'est-ce qu'on va faire après lorsque tous les protocoles et les mesures s'allégeront. Voilà, tout ça, c'est pour être positive et optimiste que je vous dis cela, mais j'entends vraiment cette lassitude, cette difficulté, cette fatigue de dire on est revenu en arrière.
Merci. Je me permets d'intervenir. Et allez-y, Michel. Bonjour. Donc, je suis le collègue de Marion Voisin au service prévention et collecte des déchets SNA, Seine-Normandie Agglomération. C'est quelle agglomération, pardon? Seine-Normandie Agglomération. D'accord, merci. Voilà. Je me permets juste de détailler un sujet. C'est au niveau du self. Moi et Marion, donc, ça fait des années qu'on est sur le sujet de la restauration scolaire. Et donc, il s'avère en effet que même si c'est le même producteur, majoritairement chez nous, ça va être une cuisine générale et pourtant ce sont des vrais cuisiniers, c'est pas une entreprise. Et dans deux écoles différentes, les mêmes plats, les mêmes mets ne seront pas du tout gaspillés de la même façon, pourtant ce sont absolument les mêmes plats. Donc il y a donc une part pédagogique à la chose selon la cantine où on sert les mets. Vous parliez tout à l'heure de la différence entre surveiller et accompagner, ça c'est une certitude. Et puis surtout la problématique du self. Partout dans le même cas, etc., à partir du moment où on passe en self, il y aura beaucoup moins d'approche directe de l'accompagnant ou des dames de cuisine ou hommes de cuisine, ou de l'organisation qui a été mise en place sur les selfs et qui engendre le double en moyenne de gaspillage par rapport au service sur assiette par l'accompagnant. Voilà. Il n'y a pas l'écoute de l'enfant, il n'y a pas la petite faim, la grosse faim, comme disait Marion. Et puis, dans les selfs, il y a quelques idées qui émergent, puisqu'on va souvent en audit aussi dans les collèges, etc. Et c'est le fait d'avoir des bars accrédités, par exemple, des choses comme ça, où, alors, il y a la condition sanitaire qui fait que c'est difficile à mettre en place, et le manque de personnel aussi, parce qu'à la rigueur, le bar accrédité, ça peut être quelqu'un, comme dans les écoles primaires, où est-ce que tu en veux un petit peu, est-ce que tu veux ça ou ça ou ça, mettre 3 crudités au choix, et voilà. Donc, c'était la problématique des selfs que je voulais aborder. Ok, merci beaucoup. Alors, vous avez démarré en disant que le même plat dans deux écoles fait des niveaux de consommation complètement différents. Pourquoi? Parce que vous l'avez dit, l'accompagnement par les adultes diffère. En plus, il ne faut pas oublier aussi de ce dont je parlais tout à l'heure, l'éducation implicite, c'est-à-dire que l'éducation à la maison et la transmission par la famille n'est pas forcément la même, selon les quartiers, selon les écoles, selon les CSP, et donc forcément, l'enfant arrive avec un plus ou moins gros bagage alimentaire, puisque manger s'apprend, on peut dire qu'il y a des bagages alimentaires, avec des bagages alimentaires différents, déjà, à la base déjà, voilà, selon les écoles, les quartiers. Et après, la posture de l'adulte peut être tellement différente entre celui ou celle qui a à cœur véritablement d'accompagner et de transmettre et de favoriser un environnement favorable, et puis celui qui est là ou celle qui est là que pour la surveillance ou pour hurler, parce qu'il faut le dire aussi, on entend souvent hurler dans les restaurants collectifs, les restaurants scolaires. Voilà, en final, tel plat qui va être à 120 grammes dans une école de gaspillage sera à 70 grammes dans un autre. C'est absolument pas surprenant, absolument pas surprenant. Alors après, il y a la question du self, donc qui est le fait que le convive puisse lui-même se servir lui-même. C'est un vaste débat. Moi, je ne serais pas aussi catégorique que vous. D'abord, au niveau des chiffres, l'étude de 2016 de l'ADEME donne effectivement un gaspillage inférieur lorsque le service est à table, puisqu'a priori, le service à table, les adultes sont... Alors, ils mangent ou ne mangent pas avec les élèves, d'ailleurs. Voilà. Après, on pourrait encore faire une sous-catégorie qui est est-ce que l'adulte sert ou est-ce que l'adulte ne sert pas avec l'enfant. On a encore une sous-catégorie. Effectivement, l'ADEME avait mesuré des différences de l'ordre. Il faudrait reprendre l'étude 1001 collèges engagés, 1001 écoles et collèges engagés. C'était mais sur son monde 110 à 120 grammes, voilà, l'un 110 grammes dans un cas, 120 grammes, donc des différences, mais après c'est très difficile d'isoler un seul facteur et de dire que c'est ça qui provoque du gaspillage, parce qu'on est en self, parce qu'on est à table, etc. Si au self on accueille, comme j'entends, l'enfant avec, même sans le regarder, en le servant à la louche sans le regarder, et en disant, comme je l'entends beaucoup,
tu veux viande ou sans viande, sans nommer la viande, voilà, sans dire ce que c'est. Résultat, les enfants dans les écoles où la demande de viande halal et du sans-porc est importante, ils ne vont pas en prendre. Et après, on discute avec eux, on se rend compte, ah, c'était du bœuf. Ah, si c'était du bœuf, j'en aurais pris. Je pensais que c'était du porc. Voilà, donc le self peut être aussi un lieu de non-communication, de posture pas ajustée, et faire en sorte que ça soit une bonne chose parce que l'enfant a du choix et voilà, il est bien accueilli, ou une mauvaise chose. C'est difficile en matière quand on essaye de catégoriser ce gaspillage alimentaire, de dire telle formule est la formule gagnante, génère 50% de gaspillage. Puisqu'on l'a bien dit tout à l'heure, il y a un triangle, il y a ce qu'on sert, il y a le mangeur et il y a l'environnement du repas. Et donc, voilà, les raisons, les pistes de travail sont à rechercher au niveau de ces 3 sommets du triangle. Oui. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'Anne, je rajouterais même certains éléments avec le retour du régal. Là, tout à l'heure, on parlait même de l'impact Covid. Nous, donc le régal, on propose des défis assiettes vides, donc régulièrement, donc certains d'entre vous y participent. Nous, ce qu'on a observé avec le Covid, c'est que c'est surtout les écoles primaires où le Covid a augmenté le gaspillage alimentaire. Par contre, les collèges et les lycées, on a moins vu d'impact. Et donc, moi, je me demande quand même si la façon de servir et par rapport au self, il y a eu moins d'impact quand on était en self que quand on était à table. Pour revenir sur le self, nous aussi, là, je te rejoins complètement, c'est pas d'avoir un self ou pas un self qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est l'accompagnement. Et moi, j'ai vu des selfs où ça marchait très, très bien, et peut-être même mieux qu'à table. Mais ça dépendait de ce que tu indiquais, le moment du service qui est essentiel, donc au moment du service, mais ça peut vraiment être un moment privilégié. Il faut travailler dessus, et même sur le self, on peut proposer des petites et des petits ramequins, des grands ramequins, ça marche très très bien dans les selfs. Et après, et presque surtout, c'est de voir les adultes dans le self et de voir quelle animation on met en place dans le self. Donc moi, là, j'ai des exemples à Caen où dans certains selfs, il y avait une certaine organisation qui faisait que les enfants, même en self, étaient très bien accompagnés et donc avaient un gaspillage assez faible. Donc voilà le petit... Ce qui est important, c'est de créer une culture commune autour de ce que c'est qu'un bon repas, ce que c'est qu'un pas ou peu de gaspillage, et de la partager, et qu'ensuite voilà, tous les acteurs se soient mis autour de la table et qu'il n'y ait pas une rupture de cette chaîne, il n'y ait pas des animateurs pas du tout formés et qui, en fait, ne mettent pas du tout en valeur l'offre alimentaire sur laquelle on s'est donné beaucoup de mal. Et puis, en final, si c'est mal vendu, entre guillemets, voilà, on va perdre, toute partie du travail qui aura été réalisé n'aura pas d'effet positif. Voilà, c'est vraiment important, et puis qu'on écoute aussi. Moi, je trouve ce qui est très important, c'est d'écouter aussi les animateurs et les agents de restauration, parce que souvent, ils mettent en place, sans véritablement savoir que c'est un guide des bonnes pratiques, mais des astuces pour faire goûter, pour associer les aliments, pour jouer, pour introduire cette tranquillité alimentaire. Et il est important de s'appuyer sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils savent, pour les renforcer ce qui marche bien, et puis pour faire évoluer ce qui est pas juste, ce qui ne vise pas un meilleur équilibre et un moindre gaspillage. Donc, il ne faut pas les oublier, ces acteurs. Très souvent, on oublie que, pas tous évidemment, mais que certains ont des astuces géniales, qu'ils ont une réflexion aboutie, parce que tous les jours, ils sont dans ce métier, et que voilà, et que si on ne leur demande pas de partager leurs expériences, elles seront pas forcément partagées. Donc, il ne faut pas les oublier. Merci Anne. On te rejoint complètement là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut se donner encore le temps encore d'une ou deux questions avant de passer aux seniors. L'éducation au goût des seniors, ça marche aussi. C'est toute la vie. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions? Est-ce que tout a été... Peut-être même par rapport aux outils qui ont été présentés.
Anne, peut-être voir aussi par rapport à, ou peut-être mettre dans le chat tes coordonnées, de voir pour que les personnes puissent, s'il y a un intérêt par rapport à Animasens ou pour le tester. Oui. Parce que donc tu disais, il y a eu une collectivité, non, qui l'a testé en Normandie ou tu dis... Pas encore. Non, il n'y en a aucune, c'est Pas ça. encore. Donc, Pas encore. Mais les adhérents, on a fait une formation là, il y a 15 jours, des membres de la Neige, pour qu'ils puissent déployer le dispositif dans toute la France. Et donc, voilà, ça va maintenant. Je pense que ça va sortir d'Île-de-France. L'Île-de-France, pourquoi? C'est parce qu'on était deux très actives en Île-de-France, qui l'avons déployé en Île-de-France et que les besoins sont importants. Mais voilà, former les animateurs et les agents à cette éducation au goût, je pense que c'est valable absolument partout. Hein. Ça n'a pas de frontières régionales pour ça. Je vais mettre même au contraire, hein, nous vraiment, c'est pour ça que le Régal, on souhaitait vraiment faire intervenir. Parce que s'il y avait des collectivités qui voulaient se lancer un peu dans ce type d'expérience, voire à faire après un retour d'expérience aux autres, pour qu'en Normandie, on puisse avoir des interventions, des exemples sur tout ce qui est éducation goût. Alors, il y a la ville d'Harfleur qui met en place des animations, mais ce n'est pas avec l'outil Animasens. Donc là, ce serait de voir si l'une de vos structures est intéressée, de voir peut-être à l'intégrer dans un PAT ou dans une autre démarche. Donc voilà, Anne, si je te laisse peut-être. Je vais mettre mon mail, tout à fait. Et puis je vais répondre. Il y a une question là qui est arrivée de Madame Leroy. Notre collectivité propose au moins 3 entrées. Est-ce que c'est trop? C'est à quelle tranche c'est à quel public? C'est quel âge de public? Est-ce que c'est collège, lycée, primaire? Si vous voulez répondre ou par le chat ou oralement. 3e et terminale, d'accord. Bon, déjà, moi, j'aurais dit trop, oui, en élémentaire et maternelle. C'est trop. Alors après, 3e terminale, c'est une autre affaire. C'est intéressant, le choix. C'est intéressant. Alors après, c'est quel choix aussi? Si c'est salami, carottes râpées et céleri, rave, rémoulade, bon, même si on ne fait plus du choix dirigé dans les grands, dans le collège et lycée, voilà, c'est l'éducation au goût, ça passe aussi par quel type de choix? Bien se demander ce qu'on met dans ces différents aliments qui peuvent être choisis. Et après, moi je trouve aussi que donner à penser aux convives que le choix, on est quand même en restauration collective, il y a des budgets à suivre et je trouve que j'entends de plus en plus de demandes vraiment que j'appelle des demandes un peu d'enfants gâtés. Je trouve que de temps en temps, il faut aussi éduquer les convives, les familles, etc. à la restauration collective. On a un coût denrée qui est plafonné, etc. Est-ce que on peut accéder? Parce qu'après, ça ne s'arrête pas. Il y a le triple choix, après il y aura... Donc, je trouve que c'est bien d'avoir un peu des limites quand même, des limites. Après, ce multi-choix, je trouve qu'il est très intéressant s'il y a un salad bar. Voilà, s'il y a un bar à salade, c'est vraiment intéressant. Après, si la collectivité a le temps et les moyens de servir 3 entrées, c'est vrai que le choix, c'est une demande forte du mangeur. C'est une demande forte du mangeur. Mais moi, je suis pour entendre les demandes des mangeurs, mais pas toutes, quoi. Pas toutes. De dire qu'à un moment, attention, on est en restauration collective, on va pas pouvoir satisfaire les demandes individuelles de chacun. Ça aussi, c'est un apprentissage de la vie en société pour des enfants, en tout cas. Alors, donc, merci. Donc, il y a Bayeux Intercom, 30 grammes de gaspillage. Waouh!
310 grammes, ah oui, vous avez vraiment réduit les grammages. Dans notre cas, la Covid n'a pas eu d'effet sur le gaspillage. Les enfants se servent et adaptent leur portion. Maintenant, ce sont les adultes qui adaptent la quantité en fonction. Que des bonnes. Là, c'est vraiment que des bonnes pratiques. Déjà, 30 grammes de gaspillage, ça n'est pas arrivé comme ça, je pense. Hein. C'est que Bayeux Intercom a fait un gros travail, et pas depuis 6 mois, mais depuis des années. Je ne sais pas si donc, Guillaume peut peut-être pas parler vu que c'est un bureau partagé, mais je crois que c'est depuis 2015 ou c'est depuis ces années-là où Bayeux Intercom travaille sur le sujet. Ouais, c'est ça, donc on voit bien que ça ne se fait pas, voilà, qu'il y a un temps long. Alors, par contre, donc, on va bientôt passer au deuxième. Je vais mettre mon mail parce qu'on va changer. Par rapport au NEM, et sinon, il y a des questions par rapport, donc peut-être terminer là-dessus, sur les outils. Donc, il y avait 2 personnes, Pauline et Madame Leroy, donc, qui demandaient où elles pourraient avoir accès aux outils, aux documentations sur AnimaSens. Alors, les outils, je vais te renvoyer ce qu'on t'a envoyé, Nathalie, où tu peux le remettre dans le chat, tu sais, le lien vers le site de la neige. Donc, voilà, parce qu'il y a une présentation sur le site d'Aneige. Après, il faut nous consulter à la neige pour, si vous avez envie dans votre collectivité de déployer cette formation auprès des agents et des animateurs, on sera ravis voilà, de venir en Normandie, un des membres de la neige pour, alors je regarde, je vous envoie au moins mon mail. J'ai un mail Assiette Planète, parce que là, j'interviens en tant que membre moi-même de la neige, je suis membre de la neige, mais je n'ai pas de mail. Mais vous pouvez aussi, je vais vous mettre le mail à neige, je vais vous mettre le mail à neige qui est. D'accord, très bien. Chercher. Voilà. De voir pour laisser la parole à Mélanie. Alors, peut-être une dernière question, Michel, alors peut-être rapidement pour après laisser la parole à Mélanie. Je reviens sur ce que vous avez abordé, Madame, que ça ne se fait pas en 2 jours. Avec ma collègue Marion Voisin, sur Passy-sur-Eure, on est descendu à 7 grammes. Voilà. Le gaspillage par personne et par jour. Et ça, exactement, oui. Et par contre, ça s'est fait il y a eu un travail énorme de fait qui correspond d'ailleurs beaucoup à toutes les pistes que vous donnez, de toute façon. C'est remarquable, voilà. C'est remarquable, ça monte. Vous voyez, ça, c'est vraiment intéressant ce que vous dites parce que c'est encourageant pour ceux qui auraient encore des niveaux de gaspillage standards, c'est-à-dire élevés dans le rouge. C'est effectivement, de toute façon, oui, ça marche. Et puis, ça correspond tout à fait aux pistes que vous avez données, de toute façon. Et voilà, et du coup, si vous avez si peu de gaspillage, ça veut dire que vos convives ils repartent dans leur après-midi avec ce qu'il faut pour bien étudier, bien travailler, être vigilant, etc. Donc voilà, l'avantage, il est double. Il n'est pas uniquement réduction des déchets et donc réduction du gaspillage de ressources naturelles, enfin tout ce qu'on connaît, d'argent, etc. Mais il est aussi qualité de ce repas et la manière dont on a nourri les convives. Et voilà, cette satisfaction énorme de se dire on a apporté ce qu'il faut à l'élève, c'est énorme. Et majoritairement grâce à la formation des accompagnants. Voilà. Non, mais c'est clair que voilà, c'est vraiment mon avis, le prochain des personnels que tout le monde n'a pas encore intégré dans ces dispositifs, et c'est le prochain combat entre guillemets des collectivités, c'est de former animateurs et agents. Alors c'est pas toujours simple, parce que les animateurs, il y a beaucoup de turnover, c'est pas simple, Merci beaucoup, Anne. Donc, merci à tous pour votre écoute. Dans le fil de discussion, donc, vous pourrez retrouver le mail. Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir mis ça. Voilà, j'ai mis le lien dans le chat aussi par rapport à AnimaSens, donc si ça vous intéresse. Voilà, merci beaucoup encore, Anne, pour cette présentation. Des bonnes suites de présentation. Moi, je dois filer, mais je vous souhaite une bonne matinée d'échange du Régal Normandie. Super, merci beaucoup, Anne. Bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir. Donc, on va poursuivre. Je vais laisser la parole à Mélanie Leblay. Donc, je sais pas bonjour. Vous m'entendez correctement? Je t'entends, c'est parfait. Parfait. Je voulais savoir, du coup, je peux prendre la main, comme ça je partagerai à la fois la présentation et puis les différents outils. Normalement, c'est bon, tu peux partager. D'accord. Merci beaucoup.
Donc, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver également donc, pour cette présentation du coup relative au gaspillage alimentaire, mais plutôt dans les EHPAD. Donc, je ne sais pas si vous connaissez déjà la démarche, mais je représenterai quand même rapidement ce qu'est Maison Gourmande et Responsables. Donc, en fait, Maison Gourmande et Responsables, c'est un projet qui est porté avant tout par la FNACPA, donc la Fédération nationale Avenir et Qualité de vie des personnes âgées pour laquelle je travaille actuellement, et également à la base qui avait été porté par ADEF Résidence, qui est en fait donc un groupement d'EHPAD associatifs. Donc, à la base, le projet Maison Gourmande a été, on va dire, testé auprès de 15 établissements, puis a été élargi grâce à des subventions, notamment de l'ADEME et de l'Agirc Arrco, à 500 établissements. Donc, quels sont les objectifs en fait, de Maison Gourmande et Responsables? C'était en fait d'accompagner ces établissements dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, pour la réduction de la dénutrition et l'amélioration de la satisfaction des résidents. Donc, tout ça avec l'objectif de, dans le cas où l'établissement pouvait générer des économies grâce à la réduction du gaspillage, de réinvestir dans la qualité de l'approvisionnement pour tout simplement que le résident ait une meilleure qualité dans l'assiette. Donc, on va poursuivre. Ça marche. Voilà. Donc, comment fonctionne le projet Maison Gourmande et Responsables? En fait, donc les établissements étaient accompagnés sur 2 ans pour tout d'abord mettre en place une équipe projet dans les établissements. Donc, en fait, dans chaque établissement, il y avait au moins un référent Maison Gourmande et Responsables, parfois et souvent 2, puisqu'en fait, la démarche s'adressait tant aux cuisiniers qu'aux soins et aux services hôtellerie. Donc, en fait, on s'adressait plutôt généralement à au moins 2 référents. Du fait de la particularité des EHPAD, comme vous le savez, et des résidents qui ont besoin d'accompagnement, parfois des troubles cognitifs, etc. Donc, c'est lié au public aussi. Et donc, on avait possibilité de travailler avec toute une équipe. Donc, après avoir mis en place une équipe, en fait, il était proposé à l'établissement, donc sur les 2 ans, de réaliser un autodiagnostic. Donc, au départ, il était constitué d'environ 200 indicateurs, puisqu'en fait, ça touche à la fois à des questions qui ont trait à l'organisation du repas, donc l'environnement, le service, l'aide, etc. Également la qualité des produits. Le 2e chapitre, c'est lié au gaspillage alimentaire. Le 3e est lié à la mesure de la dénutrition. Et enfin, la satisfaction des résidents via une enquête de satisfaction. Donc là, en fait, cette auto-évaluation, comme vous le voyez dans le petit calendrier juste dessous, en fait, elle a été proposée 3 fois aux 500 établissements, avec un diagnostic initial en 2019 et un diagnostic final en 2021. Sur la base de ces autodiagnostics, à partir du 2e, donc de la photo intermédiaire, on proposait, après le temps de sensibilisation des établissements donc de 2019, de mettre en place un plan d'action. Et donc, je vous en reparlerai plutôt à la fin. C'est un des outils qui reste de la démarche, où en fait, on avait des actions qui étaient suggérées, mais sur lesquelles on travaillait donc, avec l'équipe projet. Donc, c'est un plan d'action adaptable, évidemment, à chaque contexte. Et enfin, donc, l'idée est de reproduire la mécanique. Donc, c'est un processus d'amélioration continue, d'où la reproduction en 2021 pour savoir s'il y avait réellement eu une progression dans la réduction du gaspillage alimentaire depuis 2019. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les établissements, malheureusement, ont été aussi victimes du Covid. Il faut quand même savoir que le projet a été pas mal impacté, notamment en termes de participation. Je vais vous le montrer juste après. En effet, il faut savoir que 85% des établissements participants ont été touchés par au moins un cas de Covid. Donc, c'est pourquoi vous voyez une participation à l'autodiagnostic qui a pas mal évolué et diminué au cours des années. Donc, au départ, sur les 500 sélectionnés, il y en a 462 qui ont répondu au diagnostic, puis 186 et enfin 136. Donc, les résultats que je vais vous afficher maintenant sont liés aux 136 répondants et même en fait aux 114, puisqu'en fait, on a sélectionné les établissements qui avaient répondu au moins 2 fois à la campagne de gaspillage alimentaire. Donc, si on regarde maintenant un petit peu le contexte, c'est-à-dire qui a répondu, donc les EHPAD concernés, il faut savoir que donc, dans le panel, il y avait à la fois des EHPAD associatifs majoritairement, puisque la FNACPA est une fédération d'EHPAD associatifs, mais également donc, des EHPAD privés ou publics.
Ce qui change évidemment parfois et souvent le contexte tant d'approvisionnement que le plan d'action, puisque ce ne sont pas les mêmes acteurs qui sont impliqués, notamment dans l'approvisionnement. En termes géographiques, donc c'est à peu près équitable, on va dire, entre des EHPAD situés en milieu urbain ou rural, et la capacité médiane des établissements est de 84 résidents. Donc, ça n'a pas bougé, en fait, entre 2019 et 2021. Et l'âge moyen des résidents est de 87 ans. Donc, si on fait un zoom maintenant sur les résultats liés au gaspillage alimentaire, donc les données que je vais vous montrer, en fait, sont extraites du rapport national qui va être publié, en fait, à partir de janvier, donc sur notre site web, qui contient beaucoup plus de données que celles que je vais vous présenter. Donc, on va faire un zoom. D'abord, donc, zoom sur la donnée relative au gaspillage alimentaire. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les établissements ont tous au moins répondu une fois au diagnostic lié au gaspillage alimentaire. C'est-à-dire les 462 qui ont répondu ont au moins fait une fois la pesée et donc répondent à l'obligation de la loi Egalim qui demandait à ce qui répondait à l'obligation en fait, de réaliser un diagnostic de gaspillage alimentaire avant le 22 octobre 2020. Deuxièmement, il y a une autre obligation, donc ce qu'on a un petit peu regardé de plus près, c'est celle de, entre guillemets, l'obligation de communiquer des informations par voie d'affichage, notamment électronique, sur les produits de qualité. Et donc là, on voit qu'il y a une marge de manœuvre puisque seulement 42% des établissements fournissent encore à ce jour une indication donc, sur les produits de qualité utilisés dans leur restauration. Alors, concernant les chiffres liés vraiment au gaspillage alimentaire, je ne sais pas si vous voyez avec la barre, je vais la déplacer. Voilà. Donc, en fait, les déchets alimentaires sur le panel représentent 8 tonnes par an et par établissement. Donc, ça veut dire que, comme vous allez le voir juste après, ils ont pu passer sous le seuil des 10 tonnes par an, donc relative à l'obligation de tri et de revalorisation des biodéchets, en tout cas pour le panel répondant de 2021. Et donc, à ce jour, selon l'étude, en fait, ils sont passés à 122 grammes de gaspillage par personne par repas, ce qui représente en fait une diminution entre 2019 et 2021 de 10% du gaspillage alimentaire dans les établissements et environ 4 500 € d'économie en moyenne pour ces établissements. Si on regarde maintenant au niveau donc, des différentiels entre années, vous voyez, il y a une légère diminution. Donc, on est passé de 137 en 2019 à 125 puis 122 grammes. Après, voilà, ce sont des chiffres médians pour le coup. Et donc, en fait, vous avez des établissements qui ont parfois eu des réductions plus fortes que cela, ou moins fortes d'ailleurs, ou des dégradations. Mais voilà, là, sous les yeux, vous avez la médiane, en fait. Alors, avec un coût qui, lui, est passé de 21 400 à un peu plus de 16 000 € par an en termes de gaspillage alimentaire. Et donc, vous voyez également le niveau de production des déchets alimentaires qui, comme je vous le disais, est passé de 11 tonnes par an à 8 tonnes par an. Donc, sous ce seuil de 10 tonnes. Je vérifie juste. Donc là, je voulais quand même préciser qu'on avait en fait fait un petit changement, enfin les experts, parce qu'il faut savoir que donc Maison Gourmande est responsable en fait, était dirigée par un comité d'experts et piloté par un comité d'experts dont Nathalie a également fait partie d'ailleurs. Et du coup, en fait, cette méthodologie du gaspillage alimentaire, elle a légèrement évolué durant le projet. Notamment, en fait, on a voulu élargir un petit peu les possibilités de rendre compte de son gaspillage. Donc, notamment, à partir de 2020, en fait, les établissements avaient la possibilité de distinguer les pesées faites en salle de restauration et en chambre. Donc, soit l'établissement réalisait la pesée uniquement en salle de restaurant, soit uniquement en chambre, ou les deux. Donc ça a été une nouveauté. Et également, dans le calcul du gaspillage alimentaire, il y a eu une évolution, puisqu'en fait, donc, en 2020, à partir de 2020, le potage était considéré réellement comme du gaspillage alimentaire et non plus comme un déchet alimentaire. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui n'est pas mangé, évidemment, est du gaspillage, mais en fait, on s'est rendu compte que le potage était souvent jeté dans l'évier
Et donc, en fait, non, ça n'était pas comme tel un déchet puisqu'il n'était pas pesé. Donc, c'est une des distinctions qui a été intégrée à partir de 2020. Et donc, à l'inverse, les restes de préparation de repas, donc les restes préparés non servis, eux étaient considérés comme des déchets alimentaires, mais pas comme… pardon, je vous dis une bêtise, ce n'est pas les bacs de gastro, c'est les restes de préparation cuisine, pardon, qui, eux, étaient bien considérés comme des déchets alimentaires. Donc là, vous voyez un petit peu, on va dire, la dispersion des établissements. Bon, je ne vais pas rester très longtemps dessus, mais c'est pour que vous voyez où se trouvent plus ou moins les établissements. Donc, vous voyez, la moyenne est à 122, mais il y a un petit peu de tout. Ça va à peu près de 50 grammes par assiette à 300, 350. Généralement, c'est plutôt dans des CH plus importants. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de répartition de l'origine, on va dire, des déchets alimentaires? Donc, comme vous voyez, il y a plus de gaspillage qui a été diagnostiqué, on va dire ça comme ça, le midi. Et le soir, en fait, donc, il est un petit peu moins important, mais parfois, la difficulté de réaliser les pesées était plus importante le soir. Donc, certains établissements n'arrivaient pas à réaliser les pesées de soir par manque d'équipe, tout simplement. Et notamment, on a remarqué aussi que la soupe n'était pas toujours pesée. Donc voilà, vous voyez des chiffres qui ne reflètent pas forcément la réalité puisqu'elle n'était pas forcément pesée, malgré cette nouvelle possibilité introduite depuis 2020 de peser également à part la soupe, puisque c'est une autre possibilité qui a été ouverte. Donc comme vous le voyez, il est de 170 grammes en moyenne le midi et de 98 grammes le soir. Et dans les deux cas, en fait, c'est toujours les retours assiettes qui causent le plus de gaspillage alimentaire, suivi par les bacs gastronomiques et enfin les préparations des repas. Alors, ça représente on voit notamment une diminution donc, entre 2021 et 2019 de 17% du gaspillage le soir notamment, sur l'ensemble de la démarche. Alors, pour lutter en fait contre le gaspillage alimentaire, les établissements ont mis plusieurs types d'actions en place, donc soit liées au moment de la préparation du repas, au service ou à la réutilisation des plats en fait, voire à la revalorisation des déchets. Donc, un nombre qui est resté très constant, on voit qu'en fait, les établissements ont toujours fait l'effort, en fait, depuis le début de la démarche, de tenter d'ajuster au mieux les quantités des repas à leur production. Donc, ça restait stable. Ils utilisaient aussi également à 50% une cuisson basse température, donc pour tenter de préserver au mieux la qualité des produits, notamment pour les cuissons qui étaient réalisées bien sûr de nuit. Pour le lendemain. En termes de services, on voit une augmentation donc, lors du projet de l'utilisation et du recours à des ustensiles en cuisine, notamment donc, pour la préparation et la production des repas, mais également pour le service. Donc, pour pouvoir mieux adapter les portions à la faim du résident et aux envies du résident. Et donc, comme je vous le disais, en fait, il y a déjà un matériel qui est utilisé par les établissements pour préserver au mieux la qualité et maintenir les températures, notamment optimales. Et donc, ça, c'est un sujet qui s'est vraiment posé de manière plus importante pendant la crise du Covid. Notamment, nous, on a été pas mal contactés pour avoir des conseils, notamment sur des chariots chauffants. On a organisé pas mal d'échanges entre cuisiniers pour les recommandations, puisque, comme vous le savez, les repas ayant été organisés plus souvent en chambre, cela posait des problématiques en termes notamment de température et des risques de gaspillage alimentaire, puisque le résident, évidemment, n'aime pas manger un repas froid quand il arrive dans sa chambre. Donc, c'est un vrai sujet qu'on a abordé pendant la crise et auquel ont très bien répondu les établissements. Enfin, concernant la réutilisation des restes et la revalorisation des déchets, en fait, on voit notamment sur la revalorisation des déchets qu'il y a eu quand même une amélioration. Donc, en fait, les établissements, généralement, ont installé des composts, se sont plus intéressés à la question des déchets. Alors que c'est vrai, on notait parfois que, en fait, le repas était rarement vu comme… comment dire, une source, le déchet alimentaire, pardon, était rarement vu comme ayant un coût.
Donc ça, c'est vraiment une notion sur laquelle on a travaillé parce que, en fait, vraiment, le déchet a un coût tout simplement en termes de traitement, mais surtout, le cuisinier ne produit pas en principe pour jeter. Donc voilà, on a travaillé beaucoup sur ces questions. Ensuite, comme vous le voyez, on voit que donc, pour moitié, les établissements resservent régulièrement ou systématiquement les surplus. Et notamment, il y a eu des initiatives donc, très créatives de mise en place, par exemple en Centre-Val de Loire. Je vous encouragerai également à aller voir, tout à l'heure, je vous montrerai notre chaîne YouTube et notre site web où sont des témoignages en fait, d'établissements avec des bonnes pratiques. Par exemple, cet établissement de Centre-Val de Loire a mis en place un système de mise sous vide, tout simplement, des surplus des repas pour pouvoir les resservir le lendemain ou le surlendemain. Donc voilà, selon les établissements, il y a eu vraiment des réponses extrêmement variées que je vous encourage à aller voir. Et donc, dans la thématique du don alimentaire, en fait, les établissements de maisons gourmandes et responsables étaient assez peu concernés puisqu'il n'y avait pas énormément de centres hospitaliers ou d'établissements qui servaient plus de 3000 repas par jour. Mais malgré tout, il y a des dynamiques de dons qui se sont enclenchées dans certains établissements. Ou même de tentatives de revente, en fait, notamment en créant des associations ou ce genre de choses pour pouvoir revendre à leurs salariés ou à des résidences autonomie qui étaient proches les repas qui étaient en surplus. Alors, je me suis permis de faire aussi, même si ce n'est pas tout à fait la thématique du jour, mais de faire un zoom en fait, sur l'approvisionnement, puisque comme vous le savez, en fait, l'objectif de Maison Gourmande était de pouvoir, grâce aux économies générées, réinjecter cet argent dans la qualité de l'approvisionnement. Et puis, c'est une thématique qui arrive à grands pas, puisque le 1er janvier 2022, il y a des obligations qui tombent pour les établissements, enfin les EHPAD en fait, et la restauration collective des EHPAD, puisqu'ils vont devoir intégrer, comme vous le savez déjà, un approvisionnement avec 50% de produits de qualité ou sous signe de qualité, dont 20% de produits bio. Donc, si on fait ce zoom, en fait, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que Maison Gourmande et Responsable, en 2019, était souvent une première pour beaucoup d'établissements, notamment pour ces indicateurs Egalim. C'est-à-dire que, évidemment, c'est une réglementation nouvelle. Certains établissements s'intéressent déjà à leur approvisionnement bio, évidemment, mais pour beaucoup, c'était un premier diagnostic formalisé. Et sur l'aspect du gaspillage alimentaire, c'était la première fois en 2019 pour 66% des établissements qu'ils réalisaient une pesée. Donc, c'est également intéressant dans ce sens. Donc, si on regarde un petit peu les chiffres de l'approvisionnement et l'évolution au cours du projet, donc en 2019, le pourcentage moyen d'approvisionnement dans les établissements bio était de 2% et il est passé à 5% en 2021, sachant que l'objectif, comme je vous le disais, est de 20% d'ici janvier 2022, enfin à partir de janvier 2022. En termes de qualité, donc de produits sous signe ou label de qualité, il est resté stable. C'est-à-dire que les établissements avaient déjà au moins 14% de produits sous signe de qualité et l'objectif est de 30% d'ici à 2022. Alors, un petit peu sur la répartition. Alors, en fait, ce tableau veut dire quoi? En fait, les colonnes que vous voyez en bleu, c'est le pourcentage de répondants et en vert, c'est l'échelle. Donc, ça veut dire qu'en fait, 61% des répondants avaient une part de bio comprise entre 0 et 10%. Et c'est la même chose en fait, pour les produits sous signe de qualité. La majorité des établissements, 51%, avaient un pourcentage compris entre 0 et 10%. C'est un simple zoom. Personne n'était trop chaud. Donc, concernant, là j'entends un micro et une conversation. Concernant l'approvisionnement local, alors c'est vrai que ce n'est pas un objectif Egalim, mais on a quand même posé la question. Et là, on voit qu'il y a un intérêt en fait, assez fort, même plus fort des établissements sur le local, puisque en fait, l'approvisionnement était de 17% en produits locaux en moyenne. Et pour ce qui est donc des menus cuisinés sur place, donc du fait maison, 72% des repas réalisés donc, par les établissements en 2021 étaient faits maison.
Donc là, en fait, cette question, elle est pas détaillée ici, mais quand vous aurez accès au rapport en janvier, en fait, elle renvoie à la question des gammes de produits, donc des gammes 1 à 5, sur lesquelles on interrogeait les établissements, donc pour savoir si ils utilisaient plutôt des produits bruts, des produits conserves, des produits surgelés, voilà. Donc il y avait aussi un petit questionnement là-dessus. Toujours concernant l'approvisionnement, donc en fait, on voit que plus de 60% des établissements ont intégré au moins un nouveau produit bio ou un nouveau produit sous signe de qualité ou local depuis le début de la démarche. En fait, ça, on s'est rendu compte que, si vous voulez, en parallèle de l'accompagnement donc par des chargés de mission régionaux, on organisait, donc, comme le fait le Régal aussi, hein, des réunions entre établissements. Et souvent, c'était l'occasion en fait, de pouvoir se conseiller sur des producteurs, etc. Donc là, je pense qu'il y aura un enjeu aussi via les PAT, comme le disait tout à l'heure Nathalie, pour continuer à développer ce lien et évidemment continuer à travailler aussi avec les chambres d'agriculture avec lesquelles on travaille un petit peu aussi pour que les établissements aient une meilleure information des produits disponibles pour atteindre les objectifs Egalim. Je fais un petit point sur la dénutrition, puisque, comme vous le savez, donc, en EHPAD, en fait, il y a une forte thématique liée à la dénutrition, puisque donc, avant même le projet, hein, le chiffre moyen de dénutrition dans les EHPAD en France était de 45%. Donc, en fait, Maison Gourmande et Responsables étaient aussi là pour pouvoir un petit peu répondre à l'objectif du plan nutrition santé, donc 4, qui visait une réduction de 30% de la dénutrition des personnes âgées. Donc, en fait, Maison Gourmande et Responsables s'adressait aussi à l'équipe de soins pour savoir où en était la dénutrition moyenne, sévère ou modérée dans chacun des établissements. Donc, je vous présente les chiffres de 2021 et même globaux, pardon. Donc, on voit que la dénutrition au début du projet était de 37% en 2019, de 41% en 2020 en plein milieu de la crise et de 32% cette année. Alors, en fait, vraiment, on est vraiment très, très satisfait de la performance des établissements parce qu'on sait que les équipes ont travaillé de manière acharnée pour en fait éviter une augmentation en fait, de la dénutrition des résidents en 2020. En effet, le pourcentage est plus élevé, mais comme vous allez voir juste après, on a pu prouver qu'il y avait un lien entre le Covid, donc les malades touchés par le Covid, et la dénutrition, c'est-à-dire que le Covid est un facteur aggravant de la dénutrition. Donc en fait, comme vous voyez, le pourcentage est resté quand même assez stable en 2020. Et du coup, on sait à quel point les équipes sur place, comme vous allez le voir juste après, ont travaillé vraiment très fort pour pouvoir en fait, maintenir parfois la convivialité des repas malgré les repas en chambre, donc en créant des animations dans les couloirs, veiller à des grilles de suivi alimentaire pour s'assurer que de la prise en fait des repas par le résident. Enfin, il y a eu tout un tas d'actions mises en place pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'augmentation fulgurante. Et donc, en 2021, réellement, le pourcentage de dénutrition s'est approché de l'objectif du PNNS 4. Donc, comme je vous le disais, il y a eu un très fort travail par les équipes sur le terrain qu'on vraiment félicite encore parce qu'on sait que malgré le manque de personnel et puis la difficulté des conditions, ils ont pu maintenir à flot ce pourcentage, voire le résorber dans certains établissements. Et globalement, donc on note sur la durée du projet, donc aussi grâce aux ateliers de sensibilisation qu'il y a eu, aux petites formations proposées, une meilleure prévention en fait et un meilleur diagnostic de la dénutrition dans les établissements. Enfin, donc, comme le disait tout à l'heure Anne, il y a un impact en fait majeur de l'environnement du repas, c'est-à-dire que dès que les résidents ont pu recommencer à manger ensemble en salle de restaurant, vous avez vu, la prise alimentaire est meilleure et donc il y a globalement une diminution de la dénutrition dans les établissements. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu 85% quand même des établissements du panel qui ont été touchés par le Covid, mais les solutions mises en place, c'est notamment donc, de mettre une alimentation enrichie maison. Donc, c'est aussi comme ça en fait, que les établissements ont pu voir diminuer la dénutrition dans les établissements. Et en fait, ils ont fait en sorte que ce soit un équilibre, on va dire, sain par résident entre l'alimentation enrichie maison, qui demande quand même un certain travail,
et pour lequel, en fait, pareil, il y avait pas mal d'échanges entre cuisiniers pour créer de nouvelles recettes, voilà, tout simplement, et les développer dans leur établissement, et les CNO. Donc, en fait, 26% des résidents en moyenne, à ce jour, prennent des CNO dans les établissements en complément de cette alimentation enrichie produite par l'équipe cuisine. Donc, peut-être qu'on peut faire un petit stop pour écouter vos questions. Alors, je ne vous voyais plus parce que j'avais peur que ça cache les informations, mais je ne sais pas s'il y a des questions déjà sur cette partie avant d'évoquer la boîte à outils et puis de peut-être vous passer le film de résultats. Alors, dans le fil de discussion, je n'ai pas vu de questions, donc je ne sais pas si certains d'entre vous souhaiteraient poser une question, alors soit en écrivant ou soit directement. Je suis allée un petit peu vite parce que je voyais que j'avais peur que l'heure s'approche, puis j'aimerais bien que vous puissiez voir à la fois les outils et puis peut-être la petite vidéo qui résume le sujet. Sinon, on peut peut-être aller à la boîte à outils ou... Ouais, on continue. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en fait les outils qui restent de Maison Gourmande des Responsables et qui sont en fait en libre disposition, puisque donc, le projet a permis le développement de ces outils. Donc, je vais vous montrer directement le site. Là, est-ce que vous voyez mon écran? Là, on est toujours sur ton... Ah oui, sur le... Alors, attendez, hop, je arrêter le partage et le remettre. Non, c'est bon, j'ai changé. Normalement, tu vas le voir là. Ça va prendre quelques secondes. Tu me diras si tu vois le... C'est bon. C'est bon? Voilà, donc voilà, ça c'est le site web en fait Maison Gourmande des Responsables qui a été développé donc grâce à la FNACPA et ses partenaires. Et donc l'objectif c'était que les 500 établissements qui s'étaient engagés au départ puissent poursuivre en autonomie la démarche. Donc, en fait, sur le site web, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours me recontacter parce qu'il y a beaucoup d'informations et d'outils disponibles. Vous retrouverez absolument tous les outils qui ont été utilisés, donc tant liés au moment du repas qu'au gaspillage alimentaire ou à la dénutrition. Donc, notamment, vous pourrez voir un petit peu comment on a procédé, c'est-à-dire les étapes habituelles de sensibilisation et de communication, de diagnostic. Et puis, vous pouvez également retrouver les plans d'action proposés, donc sous différentes formes. Donc là, je ne vous les montre pas parce que tout simplement, ça prendrait trop de temps. Mais n'hésitez pas à me recontacter si vous souhaitez plus d'informations ou si vous voulez une session carrément d'information pour l'un de vos établissements. Mais sachez que vous avez à chaque fois des webinaires, des témoignages ou des outils qui vous permettent de répondre aux diagnostics proposés par Maison Gourmande des Responsables. Donc voilà, et je voulais vous proposer la petite vidéo. Donc, est-ce que je peux la passer tout de suite, Nathalie? Oui, tu veux la passer? Alors, je vais essayer de partager. Vous voyez toujours mon écran? Oui. Ok, donc je vais partager le son et ça devrait être bon. Hop. Maison Gourmande des Responsables, c'est quoi? C'est un projet auquel ont participé 500 maisons de retraite réparties dans toute la France, soit 7% du secteur. Cela représente au total 40 000 résidents et 39 millions de repas servis par an. L'objectif du projet, 30 mois pour agir sur la restauration responsable autour de 3 piliers. Lutter contre le gaspillage alimentaire, réduire la dénutrition et améliorer la satisfaction des résidents. Qui sont les participants? La majorité sont du secteur privé non lucratif, suivi par le secteur public et privé. Leur capacité d'accueil est de 84 places en moyenne. 80% des établissements sont en liaison chaude et 20% en liaison froide. 60% de ces EHPAD ont leur restauration gérée par les salariés de l'établissement et 40% par des prestataires de restauration. Comment agir pour améliorer la qualité nutritionnelle et gustative dans l'assiette? Maison Gourmande des Responsables, c'est une méthodologie en 4 étapes. Première étape, mettre en place la gouvernance. Désigner un référent, constituer un groupe de travail pluridisciplinaire, sensibiliser et informer les résidents, familles et salariés. Deuxième étape, s'auto-évaluer par le remplissage d'un autodiagnostic en ligne comprenant 4 items principaux. Troisième étape, mettre en place un plan d'action, avec la mise en place d'un groupe de travail,
l'analyse des résultats et la création d'un plan d'action avec les outils mis à disposition. Quatrième étape, mesurer, adapter, valoriser. Avec la mise en œuvre des actions à l'aide d'une plateforme numérique d'accompagnement, des échanges avec son chargé de mission, les autres participants et des experts, une auto-évaluation à mi-parcours et fin de démarche, une adaptation des actions et la communication des résultats. Après la mise en œuvre de la méthodologie en 4 étapes, place aux résultats. 3 campagnes de remplissage de l'autodiagnostic ont été réalisées. Un autodiagnostic initial, une photographie intermédiaire et un autodiagnostic final. Il y a eu une bonne participation malgré un contexte difficile, puisque 85% des établissements participants ont été touchés par la Covid-19. Concernant l'organisation du repas, on note une amélioration de la communication pluridisciplinaire, une amélioration de la sensibilisation et de la formalisation. Bien que les objectifs de la loi Egalim semblent difficilement atteignables, l'approvisionnement a été amélioré. Les établissements sont à 5% de produits issus de l'agriculture biologique et 14% de produits alimentaires bénéficiant d'un signe de qualité ou d'origine. Il y a un intérêt marqué pour les produits locaux et de saison qui représentent 17% des achats et pour le fait maison avec 72% de menus cuisinés sur place. 100% des établissements ont réalisé au moins une pesée de déchets alimentaires conformément à l'obligation de diagnostic sur le gaspillage alimentaire. En moyenne, un établissement génère 122 grammes par personne et par repas de gaspillage alimentaire. Maison Gourmande et Responsable a permis de réduire ce gaspillage alimentaire de 10% et de réaliser des économies, 4 500 € par an et par établissement. En ce qui concerne la dénutrition, le nombre de résidents dénutris a diminué en 2021 en dépit de l'impact défavorable de la Covid-19 sur le statut nutritionnel. Il y a une amélioration de la prise en charge nutritionnelle. 37% des résidents ont une alimentation enrichie, 26% prennent des compléments nutritionnels oraux et 56% des établissements ont mis en place de nouvelles recettes enrichies. Les résidents sont satisfaits de leur restauration. 94% apprécient la présentation des plats, 92% sont satisfaits des quantités servies. Et pour aller plus loin et mettre en place des actions dans votre établissement, consultez notre boîte à outils. Alors, vous m'entendez à nouveau? Je vais remettre… Voilà, c'était juste pour résumer en fait globalement la démarche, puisque donc la vidéo est un tout petit peu plus large, mais en fait elle reprenait beaucoup ce que j'avais dit auparavant. Mais voilà, c'est un projet qui a duré 2 ans et donc on est quand même globalement satisfait, même si on aurait aimé pouvoir réduire plus le gaspillage alimentaire. Mais c'est vrai que, comme le disait tout à l'heure Anne également, ça n'a pas été facile du fait de la crise qui parfois en fait provoquait plus de gaspillage dans certains établissements. Donc voilà, je suis prête à répondre à vos questions si vous m'entendez toujours. Oui. Alors peut-être si tu veux enlever ton partage d'écran, comme ça on pourra te voir. Alors, ah oui, voilà. Hop. Normalement, ça doit être bon. Oui. Voilà. Alors, je ne sais pas si… donc, certains d'entre vous, si vous avez des questions. Alors, je vais juste… Peut-être couper le fond. Ah oui, d'un écran. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, dans le chat, je vois des réactions. Oui, donc, il y avait donc Arnaud d'Argentan qui te remerciait par rapport à l'argument de la dénutrition comme élément pour faire évoluer un peu les pratiques dans les établissements. C'est vrai que je rajouterais, oui, par rapport à ça, nous, c'était vraiment un élément que l'on voit dans les EHPAD où l'équipe de cuisine va être un peu à part et elle n'est pas impliquée, intégrée dans l'équipe de soins. Et donc là, grâce au projet, c'est vrai qu'il y avait tout ce travail pour essayer de mettre autour de la table les différents secteurs et que l'alimentation ne reste pas à part, mais soit bien intégrée comme un soin. Tout à fait. En fait, c'est vraiment la spécificité de Maison Gourmande et Responsable où, à notre connaissance, en tout cas à ce moment-là, c'était le seul projet en 2019 qui s'intéressait aux deux en même temps. Et vraiment, ça a été extrêmement riche comme expérience puisque généralement, en fait, comme c'était une démarche volontaire, les 500 établissements étaient
sélectionnés étaient déjà intéressés. Et on a vraiment pu travailler avec les différentes équipes pour un plan d'action voilà, dans certains établissements qui a eu de bons échos. Donc, même si on n'a pas forcément atteint des objectifs aussi élevés qu'on l'aurait espéré, on sait qu'il y a quand même une dynamique qui s'est enclenchée. Et encore une fois, nous, on a été quand même épatés par l'implication des équipes, même dans ce contexte. Ouais. Ouais. Je pense que c'était vraiment pas évident le contexte, un gros projet comme ça, c'est ce que vous avez fait, c'est quand même énorme vu les contraintes qu'il y avait. Alors, donc il y a une question aussi par rapport au potage. Donc savoir, donc peut-être rappeler justement si le potage était intégré ou non dans le gaspillage alimentaire. Et après la question va un peu plus loin de savoir si c'est dans toutes les structures. Donc je pourrais peut-être compléter après, mais je te laisse réagir. En fait, sur cette méthodologie-là, donc la première année, on n'avait pas demandé à le peser, tout simplement. Il était en fait jeté dans l'évier on s'était rendu compte que soit il était considéré comme un déchet alimentaire ou pas. Donc là, à partir de 2020, en fait, comme je vous le disais, c'était considéré comme du gaspillage alimentaire. Donc les établissements avaient en fait une ligne dans le tableau Excel pour pouvoir préciser la quantité produite. Et également, on pesait parfois donc la quantité de soupe au moment des retours assiettes, c'est-à-dire de la consommation. Donc, il y avait aussi possibilité de mesurer à ce niveau-là. Et on voyait en fait qu'effectivement, la soupe représente un tiers quand même du gaspillage le soir. Donc, c'est dans les retours assiettes, donc c'est quand même assez important et c'est un vrai poste de gaspillage, de réduction du gaspillage. Ouais. Et tout à fait. Et pour la deuxième partie de la question, de savoir si c'est que dans les EHPAD, là, nous, au niveau du régal, le potage est vraiment considéré comme du gaspillage alimentaire, c'est un aliment. Et même pour nous, l'eau est également un gaspillage alimentaire. Et je sais qu'il y a des EHPAD aussi qui travaillaient sur le vin. Certains ont le droit à un petit verre, soit de cidre. Et donc, tout ce qui était aussi boisson était comptabilisé. Mais c'est vrai que là, on va un peu plus loin. C'est vrai que dans MGR, il n'y avait pas possibilité d'intégrer les liquides, excepté la soupe. C'était simplement la soupe. Ouais. Mais déjà, la soupe, c'est déjà, voilà, comme tu l'indiquais, c'est déjà une part importante du gaspillage. Surtout Oui, c'est ça, c'est un tiers en fait de la soupe produite qui est jetée et 17% des restes assiettes. En petit témoignage, j'avais suivi un EHPAD il y a quelques années et je m'étais rendu compte qu'ils font de la soupe salée et de la soupe non salée. Et donc, du coup, ils faisaient plus parce qu'ils ne savaient pas si la quantité qu'il fallait pour salé et la quantité pour non salé. Et du coup, ça faisait un gaspillage énorme au niveau de la soupe. Après, c'est vrai que comme c'est un public spécifique, qui parfois a des pathologies ou des régimes, il y a effectivement parfois besoin de sans sel, puisque certains ont des régimes restrictifs. Donc, je pense que ça peut peut-être s'expliquer aussi comme ça. Je ne sais pas. Mais effectivement, c'est intéressant parce que c'est un vrai sujet. En fait, c'est un plat qui est extrêmement consommé, qui est aussi parfois proposé même l'été. Voilà, parfois on peut se poser la question en termes de saisonnalité voilà, mais c'est vrai que c'est quand même extrêmement proposé du fait des problèmes de déglutition voilà, c'est quand même un plat apprécié aussi globalement. Donc, Très bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions par rapport à la présentation? Personne ne souhaite intervenir. Alors, sachant que là, ce que l'on voit, et aussi au schéma que tu as présenté, où on voyait vraiment toutes les données, on voit qu'il y a des résultats, c'est comme les écoles, hein, il y a des résultats très, très différents d'un établissement à un autre. Et là, on voit à quel point il y a un potentiel vraiment important de gaspillage, parce que dans les écoles, on en a certaines qui sont autour de 30 grammes, comme on a vu tout à l'heure, ce n'est pas la majorité, mais certaines y arrivent. Là, dans les EHPAD, on voit qu'on est vraiment plus proche des 100 grammes quand même. Oui, mais c'est vraiment toute la difficulté, je pense, pour les équipes cuisine, parce que comme vous le savez, il y a aussi parfois en fait des textures adaptées, donc soit mixées, soit hachées. Donc c'est encore une thématique assez complexe parce que, comme le disait Anne, ça reste de la restauration collective. Et donc, même si on enquête l'établissement enquête dès l'entrée du résident sur ses goûts, ses régimes alimentaires, etc., ces problèmes au cognitif
ou même physiologique, donc pour le moment du repas, en fait, ça reste un défi assez complexe parce que individualiser à tel point le repas, c'est pas du tout évident. Et puis, donc parfois également, il y avait des possibilités de mettre du manger main en place ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça nécessite un travail de formation. Donc voilà, donc vraiment, encore une fois, selon les contextes, les solutions n'étaient pas du tout les mêmes, effectivement. Merci. Alors, il y a une question, un complément de question. Faites-vous ou pensez-vous faire des suivis nutritionnels auprès de particuliers? Peut-être dans le sens de personnes âgées à domicile, c'est ça? Parce que donc, en fait, la Maison Gourmande s'adresse uniquement aux EHPAD. Donc, à court terme, non, en fait, vraiment, c'est un projet qui a duré 2 ans. Donc, la FNACPA va continuer à le faire vivre auprès des établissements adhérents ou des établissements qui, effectivement, auraient besoin d'un suivi, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il n'a pas été pensé à l'échelle micro, quoi. À l'échelle individuelle, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y aurait encore des questions? Des réactions? On n'a pas de nouvelles questions, à moins que tu voulais rajouter quelque chose. Simplement, là, je ne vous en ai pas montré, mais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant de vous partager un témoignage d'établissement. Donc, vraiment, je vous incite à aller voir le site et c'est très intéressant de voir la diversité des actions qui ont pu être mises en place, soit pour la réduction du gaspillage, soit pour la dénutrition. Et vraiment, ça a été une expérience très, très intéressante. Donc, n'hésitez pas également à me contacter si vous avez plus de questions ou voilà, notamment de questions sur les outils. Et donc, dans le fil de discussion, j'ai mis le lien du site Maison Gourmande. D'accord, merci beaucoup. Merci. Et également le lien de votre chaîne YouTube. D'accord. Et puis, j'ai aucun problème pour vous partager. Je t'enverrai, si tu veux, la présentation, Nathalie, si jamais les participants la demandent. Très bien. Merci. Et s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup, Mélanie, pour cette présentation. Avec plaisir. Et donc, je vais vous proposer de clore ce point. De toute façon, le Régal reprendra contact avec vous l'année prochaine pour refaire le lien, que ce soit pour les jeunes ou pour les seniors, essayer de poursuivre les échanges entre les différents territoires. Donc, encore merci, Mélanie, et bonne fin d'année à tous, et donc, à bientôt. Donc, je pense à l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir.